donc par Frédéric Levrault, sur ce que l'on peut faire et quelles peuvent être nos actions à nous, et puis les actions aussi un peu plus politiques. Donc j'en reviens à l'intitulé initial de la présentation, menaces ou opportunités. Alors je ne vais pas prétendre faire la liste de tout ce qui relève des menaces et de tout ce qui relève des opportunités. Je ne suis pas certain que ça soit faisable, mais je vais essayer de vous amener des éléments de projection, c'est le cas de le dire. Alors il y a une première chose à percevoir dans cette affaire de changement climatique, avec son côté un peu inéluctable, c'est que je crois que quel que soit le secteur d'activité, il y a des espaces au sens possibilité. Hein. Il y a des espaces qui s'ouvrent et il y a des espaces qui se resserrent un peu. Je vais l'illustrer forcément en agriculture, mais vous saurez sans difficulté faire la transposition à vos propres secteurs d'activité et ou préoccupations. En début d'intervention, j'ai présenté l'exemple du plafonnement du rendement du blé qui s'explique par l'augmentation des coups de chaud, on va dire comme ça, en fin de cycle. Effectivement, quand on analyse à partir de projections climatiques produites par des climatologues la façon dont les températures élevées augmentent à cette période-là de l'année, mai-juin, on voit que ce qu'on voyait en termes de fréquence à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire en moyenne 1 ou 2 jours à plus de 25 degrés sur les 2 dernières décades, c'est 10 jours, hein, et des maxis à 8 ou 9 jours par décade, situation qu'on rencontrait historiquement au mois de juin, dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre généreux, les émissions, hein, pas l'ambition, cette situation, grosso modo, on la retrouve un mois plus tôt, à la fin du XXIe siècle. Donc on pourrait dire, vis-à-vis de la céréaliculture à paille, c'est effectivement un espace des possibles qui semble se contraindre. Ceci dit, il y a des façons de travailler cette question par l'amélioration variétale, les itinéraires techniques, etc. Mais globalement, on va dire que c'est un regard plutôt porteur d'inquiétude. Maintenant, si on réinterroge cette question de l'augmentation des températures sous un angle un peu différent, donc vous avez compris que les températures s'accroissant, et en particulier en été, eh bien, il y a des espaces thermiques qui se créent et qui peuvent éventuellement ouvrir des possibilités, ce qu'on appelle nous en agriculture des cultures dérobées, c'est-à-dire une deuxième culture derrière une culture principale. L'augmentation des températures ouvre des fenêtres plus importantes que par le passé. Pour cultiver un tournesol en deuxième cycle derrière une céréale à paille, derrière une orge, il vous faut disposer à peu près de 1350-1400 degrés jour, base 6, excusez-moi pour le jargon, enfin d'une certaine quantité de chaleur. À la fin du 20e, on n'en disposait pas. À la fin du 21e, cette quantité de chaleur est largement disponible. Alors évidemment, ça suppose d'avoir un tout petit peu d'eau pour faire ça, sinon le tournesol ne va pas pousser. Mais si on met ça en comparaison d'une monoculture de maïs qui était faite à peu près sur cette durée-là, pour la partie finale, avec une quantité d'eau supérieure, on peut peut-être arriver à un résultat économique performant, peut-être même plus performant qu'une seule culture de maïs, et avec globalement des quantités d'eau plus faibles. Bon, la démonstration est surtout faite sur la dimension thermique et elle est à creuser. Mais ceci simplement pour vous dire que il faut aussi aller chercher des espaces de liberté dans les évolutions climatiques attendues, même si ce n'est pas toujours facile à faire. Vous avez vu, soit dit en passant, qu'on a la possibilité, j'ai mis en bas la crèche, c'est pas moi qui ai choisi d'écrire la crèche, je suis allé attaquer une base de données et j'ai interrogé le point géographique, la crèche. Donc vous voyez qu'on a une communauté scientifique de climatologues qui nous fournit de la matière, nous permettant à nous, agronomes et à d'autres, de travailler des questions concernant notre avenir. On aurait pu faire la même chose sur des questionnements liés à d'autres activités. Il y a un deuxième point qui est important et pour lequel je crois que la réponse n'est pas trouvée à ce jour, c'est qu'on a un peu tendance, enfin en tout cas moi c'est mon analyse, actuellement à fonctionner en empilement de solutions. Alors ici je présente différentes voies d'atténuation propres à l'agriculture. À droite, c'est une pesée de colza qui est un moyen de piloter le plus finement possible la fertilisation azotée, donc de réduire les émissions associées
à l'utilisation d'azote minéral. En haut au milieu, c'est une haie, donc c'est une façon de stocker du bois. En haut à gauche, c'est de l'agroforesterie, donc c'est à la fois un moyen d'adaptation et d'atténuation en associant arbres et cultures dans une même parcelle pour faire par exemple du bois d'œuvre. En bas à gauche, c'est un mélange de plusieurs espèces, dont des espèces qui fixent l'azote. Donc c'est une façon de répondre aux problématiques d'utilisation d'azote minéral. Et au milieu, c'est du semi-direct. Je crois que ça a été évoqué précédemment. C'est une façon de éventuellement consommer moins d'énergie pour faire pousser des plantes, sans compter des questions liées à la biodiversité des sols. Et puis j'en ai mis plein d'autres, avec 3 petits points, parce que la liste peut être très très longue. Mais on a beaucoup de domaines dans lesquels on a des listes de solutions, et un certain nombre sont mises en œuvre, même un grand nombre peuvent être mises en œuvre, mais ça reste bien souvent des ajouts d'expérience ou de réalisation individuelle ou plus ou moins collective, mais sans qu'il y ait, englobant ça, un objectif, là on parle d'atténuation, permettant d'identifier à quel résultat d'atténuation on souhaite arriver. Et quand vous, je ne sais plus si je l'ai dans l'écran suivant, quand vous regardez ce qui se structure au niveau européen et au niveau national en termes d'émissions de gaz à effet de serre de différents secteurs d'activité, donc vous avez effectivement par voie de calcul, hein, ce n'est pas de la mesure directe, des constats qui peuvent être faits sur la façon dont différents secteurs d'activité ont ou pas maîtrisé leurs émissions. Le référentiel est souvent 1990 en France. Vous voyez que l'agriculture est plutôt un assez bon élève, et vous voyez que vous avez des très bons élèves, mais qui sont plutôt très bons élèves parce qu'il y a eu une contraction majeure du secteur d'activité en question, industrie manufacturière typiquement, et puis vous avez des moins bons élèves que je ne nommerai pas, les 3 lignes du bas. Bon. En perspective de ça, il y a des directives européennes et des traductions dans la législation française qui se mettent en place. Voilà, par exemple, le paquet énergie-climat établi en 2014 et qui fixe pour 2030 les objectifs d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre des différents secteurs d'activité en France. C'est formulé au niveau national. Donc arriver à faire de ça quelque chose à l'échelle d'une région, arriver à faire de ça quelque chose à l'échelle d'un département, à l'échelle de chaque secteur d'activité dans un département, vous voyez que c'est quelque chose de compliqué à faire, suivant la part relative des secteurs d'activité. Je ne sais pas, la région lyonnaise a une industrie lourde particulièrement développée. Nous avons, dans le département et dans la région, une agriculture particulièrement développée. Forcément, ça pèse dans les bilans. Donc l'exercice est difficile de passer d'un ensemble de solutions qui sont connues et éprouvées à la construction d'un objectif d'atténuation à une échelle plus large. Je n'ai pas la solution. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, sur ces questions justement de gouvernance, c'est que dans l'ensemble des solutions qui peuvent être identifiées, il faut bien faire la distinction entre 2 éléments assez importants de mon point de vue, que sont ce qu'on appelle le potentiel d'atténuation, c'est-à-dire le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui semble techniquement atteignable pour un territoire donné, et le coût par tonne équivalent CO2 évité. Vous avez ici 4 exemples extraits d'une étude conduite par l'INRA en 2013 sur le potentiel d'atténuation de l'agriculture française à l'horizon 2030, concernant différents gaz à effet de serre que vous voyez à gauche. Bon, je ne vous relis pas tout ce que vous voyez, ce sont des choses que vous connaissez sans doute. Vous vous apercevez, en tout cas c'est l'analyse des spécialistes, il s'agit ici de chiffres donnés à l'échelle nationale, hein, France, que pour les hypothèses qui ont été faites par les experts qui ont travaillé là-dessus, l'enjeu d'atténuation à l'échelle française n'est pas le même, suivant la direction que l'on, ou le levier que l'on considère. Et puis, si vous analysez
ce que coûtent ces méthodes-là. Certaines nécessitent des investissements, d'autres non. Certaines ont des coûts, d'autres des coûts négatifs, c'est-à-dire en fait génèrent des économies. Vous apercevez qu'il peut y avoir des choses qui sont très accessibles, mais dont le potentiel d'atténuation est un peu plus limité. Typiquement, la réduction de la consommation d'énergie des tracteurs dans notre milieu. Et d'autres qui ont un potentiel beaucoup plus important. Je prends la ligne du haut, la méthanisation, mais pour lesquels le coût par tonne de CO2 évité est plus élevé et correspond aussi en fait à un ticket d'entrée lourd parce qu'il y a des technologies importantes derrière. Donc vous voyez que ce sont deux déterminants de nature différente qu'il faut prendre en considération pour réfléchir à la façon dont ces différents leviers peuvent être déployés dans un territoire. Et là, ce ne sont que 4 leviers parmi un nombre beaucoup plus important. Et je vous invite, si vous en avez le temps, à consulter l'étude INRA qui a été coordonnée par Sylvain Pellerin. C'est une étude de 2013 qui est téléchargeable en ligne. Un troisième point sur lequel j'attire votre attention, et là on porte plutôt le regard sur l'adaptation et sur la question de l'eau que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être, alors je ne sais pas si c'est franco-français ou pas, mais une tentation qu'on peut avoir quelquefois dans les débats éventuellement un peu agités qu'il y a par moment, à opposer des solutions. On a donc devant nous un avenir dans lequel on a, illustré à droite, une disponibilité en eau. Je parle des écoulements. Hein. Pour pouvoir utiliser de l'eau, il faut qu'elle coule. Hein. Ce n'est pas les gouttes de pluie que vous attrapez, c'est soit des écoulements dans les rivières, soit de l'eau dans des nappes. Il vous reste 5 minutes, Frédéric. Oui. On a face à nous un avenir dans lequel la disponibilité en eau est annoncée comme étant à la baisse. Et en même temps, des précipitations qui, passé le milieu du XXIe siècle, sont également amenées à baisser, et en particulier en milieu d'année. Face à ce contexte hydrique devenant un peu plus compliqué, la palette des solutions est vaste, qui va du stockage à condition d'identifier les situations tant géographiquement que temporellement dans l'année où du stockage peut être, du stockage ayant été constitué peut être rempli. L'épisode de débit très abondant, pour ne pas dire de crue. Moi, j'habite au bord de la Vienne, une maison au Saturbois d'ailleurs. Il y a des quantités d'eau impressionnantes qui sont passées. Donc il y a des espaces de liberté qui permettent de réfléchir à des questions de stockage. Mais en même temps, les problématiques, les possibilités pour affronter un contexte hydrique plus compliqué, peuvent concerner l'amélioration variétale, si on prend ici l'exemple du maïs, et avec des travaux qui sont en cours sur des variétés plus tolérantes à des stress hydriques, peuvent concerner des matériels. Le maïs, comme vous l'avez peut-être remarqué, est plutôt irrigué par aspersion. Il y a des choses qui sont en cours sur de l'irrigation en goutte à goutte enterrée, mais ça ne peut pas se faire partout, ça dépend des sols. Vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, l'hypothèse de 2 cultures à la place d'une, mais à condition d'examiner les quantités d'eau consommées. Vous avez des changements d'espèces où vous pouvez dire, à la place de mon maïs, je vais mettre du sorgho, mais à condition de répondre à la question, qu'est-ce que je fais de mon sorgho? Et puis vous avez des arguments d'ordre agronomique ou en fonction de printemps de plus en plus précoces, ce qu'on a vu en début d'exposé, vous pouvez avoir des choix de date de semis beaucoup plus précoces qui vont vous permettre d'éviter les situations hydriques compliquées de milieu ou de fin de cycle culturel. Donc vous voyez qu'en fait c'est une espèce de palette qu'il faut essayer d'examiner avec des complémentarités. Et je pense que ce raisonnement se rencontre également dans le domaine, le transport, le remplacement futur des véhicules carburants fossiles. Vous voyez bien qu'il fait émerger le pur électrique, enfin l'électrique batterie, la pile à combustible, mixte essence électrique, hybride, pardon, merci. Et que c'est aussi l'évolution des technologies qui va déterminer à quelle vitesse une solution peut-être prend le pas sur une autre ou pas. Une attention particulière que l'on porte dans le réseau des chambres d'agriculture, et je pense que c'est apparu dans quelques-unes des illustrations précédentes, c'est l'effort que l'on s'emploie à faire, à porter le regard, prendre de la hauteur, comme on dit, à porter le regard
aux échelles de temps qui conviennent. Vous avez vu le nombre de graphiques concernant des décennies et des décennies, tant sur le passé que sur le futur. Pour couvrir ces horizons de temps, nous, on est en train de développer et de déployer des outils particuliers d'observation en haut, Observatoire régional agriculture et changement climatique, qui nous permettent de prendre la mesure, comme je disais, ou de projection, et certains des graphes que j'ai présentés correspondent à cette démarche, climat et agriculture au XXIe siècle. On est en train de construire notre boîte à outils, si je puis dire, nous permettant d'examiner ces enjeux sur les horizons de temps adéquats. Et je pense que cette démarche-là peut tout à fait valoir pour d'autres secteurs d'activité que l'agriculture. Alors ça, je vais passer parce que c'est un peu long et je ne suis pas sûr qu'on ait tout le temps nécessaire. Non, il ne reste plus que 2 minutes, Frédéric. Pourquoi voilà. On va zapper, ça, c'est pas très grave. C'est dommage, il y a plein de choses. Il y a un autre point sur lequel j'attire votre attention. Donc là, je reviens sur le deuxième des outils que j'ai évoqué tout à l'heure, mais à la limite, on s'en fiche, c'est pas très important. C'est, je crois, l'attention qu'il faut avoir à raisonner un peu collectif sur un sujet comme ça. Alors quand je dis collectif, c'est sur la construction des moyens d'études, d'investigation pour essayer de mettre en place des solutions. Il ne faut pas confondre la mise au point des outils pour étudier le sujet et ensuite les décisions qui sont prises et l'autonomie locale, politique de ceux qui sont en situation de prendre des décisions. En 2 ans, même pas 2 ans, sur 20 départements, là, les 10 derniers viennent d'être validés pour 2016, on a réussi à déployer en France une méthode d'analyse des projections climatiques pour répondre à des questions agricoles. On a pu le faire sur 20 départements. Je dis on a pu, mais le run 2016 va avoir lieu en septembre avec une école d'ingé. Bon. Mais c'est fait quand même. On a pu le faire parce qu'on a figé et verrouillé la démarche et que moi, dans les discussions que j'avais avec les chambres départementales concernées, chambres d'agriculture, il n'y avait pas de discussion sur la démarche. C'était comme ça et pas autrement. Sinon, on ne peut pas déployer. Et quand on dialogue avec les milieux scientifiques, souvent climato, agronomes, hydrologues, qui sont en capacité de nous apporter l'information dont on a besoin pour nous ensuite construire des solutions, quand vous allez vers eux avec des projets de cette envergure-là, et imaginez que dans quelques années, les taches jaunes vont se répandre, eh ben, vous n'avez pas le même type de retour que si vous y allez tout seul pour votre structure, fût-elle même régionale et d'une grande région, et si le reste de la France n'est pas concerné par votre démarche. Donc je crois qu'il y a un réflexe, en particulier dans le contexte de difficulté d'accès au financement de ces choses-là, il y a un réflexe de standardisation de méthodes, je dis bien de méthodes, auquel il faut être assez sensible. Voilà, j'en ai terminé. Simplement pour conclure, j'espère vous avoir sensibilisé au caractère important de ce sujet, on va dire, à l'existence d'un certain nombre de solutions. Il faut quand même mesurer qu'en France, il y a un ensemble de compétences scientifiques, techniques, organisationnelles qui sont quand même tout à fait considérables et grâce auxquelles on arrive progressivement à mettre en place des solutions. En même temps, c'est quand même un sacré défi. Je ne suis pas certain qu'à ce jour, la totalité des responsables, des décideurs, quels qu'ils soient, est encore totalement mesuré l'importance, quantitativement parlant, des évolutions qui sont devant nous. Donc c'est vraiment un challenge tout à fait considérable. Au plus tôt on s'en occupe, je pense qu'au mieux on pourra s'en occuper. Voilà, je vous remercie.